Voyage en récit. Stéphane Scrive. Et Geoffroy Scrive. Eh bien, Stéphane Scrive, c'est une occasion assez amusante pour moi que de vous rencontrer, puisque nous portons évidemment le même nom. Et on appartient aussi un peu à la même famille. Exactement. C'est une origine commune. Donc, dans cette région lilloise. Et nous allons parler d'un de vos romans. On peut préciser que vous êtes passé par l'ENA. Voilà, exactement. Promotion Albert Camus 1962. Ça ne nous rajeunit pas. Celle de Jox. Jox était de ma promotion, Louis Jox. Vous avez eu ensuite toute une carrière donc, dans différents pays, notamment en Afrique, oui. Évidemment à Paris. Vous avez terminé votre carrière en Corse. Vous avez une passion pour l'écriture. Vous avez écrit des nouvelles, des pièces de théâtre, différents romans. Et ici, nous allons parler de l'un d'eux, sans doute le dernier, intitulé La geste de Thurolde. Alors là, nous allons quitter ce monde de l'administration française du XXe siècle. Nous allons rester en France. Nous sommes au XIe siècle. On reviendra peut-être pourquoi il vous intéresse particulièrement, mais on peut déjà en entrée de l'émission donner 3 grands repères aux auditeurs. Le XIe siècle, et vous en faites écho dans ce roman, publié, on peut le dire ici, aux éditions L'Harmattan. Donc 3 moments. Le grand schisme de 1054 entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Oui. La conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, donc là nous sommes en 1066, et la prise de Jérusalem par les croisés lors de la première croisade à l'été 1099. Et Thurolde, alors évidemment, Thurolde, il faut s'y intéresser. La couverture de votre ouvrage montre un extrait, un passage de la très fameuse tapisserie de Bayeux. Donc nous accompagnons dans votre ouvrage le personnage de Thurolde, qui apparaît selon la légende comme un petit personnage de cette fameuse tapisserie de Bayeux. Alors déjà, première question, mais pourquoi avoir choisi ce sujet du XIe siècle et suivre ce personnage de Thurolde ? Est-ce que c'était parce qu'il nous permettait de traverser ce siècle méconnu aujourd'hui, 1000 ans en arrière, à travers des événements qui vous semblent importants? Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Le XIe siècle, c'est un siècle qui est loin et lointain et qui est peu connu parce que dans l'histoire de France, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est le début de la dynastie capétienne, une dynastie qui a été créée par Hugues Capet, qui a été élu, une dynastie fragile, puisqu'il fait couronner son fils Robert le Pieux de son vivant, de peur qu'il ne soit pas couronné. Puis après, il y a eu ce qu'on appelle le miracle capétien, c'est-à-dire que se sont succédés de fils en fils aînés, par ordre de primogéniture, comme on dit, sans que ce soit des rois très connus. Il y en a Henri Ier, un peu plus connu, parce qu'il épousait Anne de Kiev, une princesse qui était ruthène, mais qui se disait byzantine, et c'est comme ça qu'il appelait son fils Philippe, qui est un prénom absolument inhabituel dans la tradition des rois de France jusque-là, puisque c'est un prénom grec, et qui a donc après été repris souvent dans la dynastie. Alors, dynastie qui est fragile, et en plus un petit royaume qui se limite à l'île de France, c'est-à-dire à peu près à Paris et la Grande Couronne, et qui a des vassaux importants qui sont en plus pas toujours très obéissants. Alors donc l'histoire de France de l'époque, c'est pas passionnant. Mais en revanche, comme vous l'avez dit, il y a ces 3 événements qui ont marqué l'Europe. Le grand schisme, séparation entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. La conquête de Guillaume le Conquérant des Normands par les Saxons, donc qui a créé finalement l'Angleterre, puisque c'est devenu anglo-saxon. Et puis, enfin, surtout, et dernier lieu, la première croisade qui a abouti à la prise de Jérusalem et à la création des royaumes chrétiens en Orient. Alors, pourquoi ce personnage ? Alors, comme vous voulez, Thurolde, on retrouve son nom à 2 reprises. Je vous l'avais dit sur la tapisserie de Bayeux. C'est quand cette tapisserie qui d'ailleurs est à Bayeux, qu'on appelle aussi la tapisserie de la reine Mathilde. Exactement. Elle est une sorte de dessin animé, enfin pas animé, un grand dessin, on peut dire avec une bande dessinée plus exactement. Et cette bande dessinée, à un moment donné, on voit un petit personnage apparaître en civil au milieu d'une troupe armée
de guerrier, et en dessous il est marqué Turold. Alors on s'est interrogé sur ce personnage Turold, et ceux qui ont regardé ont pensé qu'il s'agissait d'un moine, et que ce moine serait parti en Angleterre, donc avec Guillaume le Conquérant, et aurait là-bas terminé sa carrière comme abbé. Bon, c'est une théorie. Et puis on trouve un deuxième Turold, ou plutôt exactement la signature Turold, en dessous de la chanson de Roland. Le dernier vers de la chanson de Roland dit « Si faute la geste que Turold décline », ça veut dire « Ainsi se termine la geste que raconte Turold ». Alors, effectivement, vous pouvez supposer que de personnages, ça peut être différent, mais j'en ai voulu faire un seul, ça m'a arrangé pour mon histoire, donc j'ai considéré que c'était le même. Et mon personnage, donc, qui s'appelle Turold, qui est donc un moine, a assisté, ou du moins a été témoin de trois événements. Le premier, donc, il l'a entendu raconter par l'abbé du monastère dans lequel il était. C'était lui qui avait fait une mission. Il faut raconter que ça se passe donc en 1054. Les relations entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident sont à la fois ou inexistantes ou plutôt hostiles. Le pape de l'époque a essayé de les rabibocher. Il a envoyé une mission à Constantinople, à Byzance, une mission avec l'idée d'essayer de faire en sorte qu'on atténue les difficultés, et ça a eu un effet contraire parce que le nouveau patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, qui était un homme ambitieux, ne voulait plus supporter l'autorité du pape. Donc il voulait... la mission dirigée par le cardinal Imbert échoue. C'est ça. Voilà, c'est ça, complètement. C'est ça. Alors ça a échoué, et ça a été la rupture définitive entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident. Ça, c'était là donc le premier événement. Donc il y a excommunication des deux côtés. Quand les émissaires du pape reviennent à Rome, ils s'aperçoivent que le pape est mort, donc l'excommunication tombe d'elle-même, de facto. Donc en fait, on n'aboutit à rien finalement, si ce n'est à une séparation. Non, c'était plutôt l'acte de décès d'une chrétienté unique, puisque c'était le premier grand schisme. Il y en a eu d'autres après, mais c'était le premier grand schisme. Et effectivement, l'église d'Orient... Alors, l'idée de Cérulaire et des Byzantins était que Byzance, c'était la deuxième Rome. L'Empire romain s'était effondré en 476, l'Empire d'Orient. Après, on a eu Charlemagne à un moment donné qui a reconstitué un peu l'Empire d'Occident, mais pour très peu de temps. Et puis, juste avant que le bouquin commence, en 962, il y a la création par Othon Ier, empereur germanique, du Saint-Empire romain germanique, mais qui est un empire, théorique, ça n'a pas d'autorité vraiment. Donc les Byzantins disent que c'est eux qui ont hérité de la papauté, et donc le pape devrait être à Byzance plutôt qu'à Rome. Donc conteste la primauté du pape romain. Alors justement, ouvrons un petit peu ce livre, puisque vous avez cité Charlemagne. On va se placer au chapitre 26, et vous écrivez... Charles le roi, notre grand empereur 7 ans, tout plein, est resté en Espagne. Fin de citation. Ça, c'est le début de la chanson de Roland. Voilà, ainsi commence la chanson de Roland, poème épique que Turold compose pour les générations futures, parce que finalement, elle nous parvient jusqu'à nous. Le sujet est connu des contemporains et le thème est populaire. Depuis sa mort 2 siècles plus tôt, Charles, le grand empereur d'Occident, a survécu dans les pays de la chrétienté comme le héros d'une époque dont on n'a plus qu'un lointain souvenir, on revient à notre propos initial sur le XIe siècle, mais qui, embelli par la légende, est imaginé comme un âge d'or. Et vous écrivez quelques lignes plus bas, « L'empereur à la barbe fleurie hante les mémoires, et ses faits d'armes sont célébrés dans toute l'Europe. Mais Turold sera le premier à le faire sur parchemin. » Est-ce que vous célébrez par là, quelque part, un petit peu un précurseur ? Alors, l'histoire, c'est la chanson de Roland, elle circulait oralement dans l'ensemble des pays chrétiens, enfin des pays de langue franque, puisque c'était en langue franque. Oui. Donc elle circulait oralement. Lui, dans mon histoire, parce que c'est moi qui ai inventé cette affaire, je lui fais dire qu'il a écouté, il a enregistré, comme vous le faites actuellement, oui. Ménestrel qui faisait ça, arrivé à un certain âge, et il a enregistré et il l'a transcrit. Alors il l'a transcrit sous forme d'un poème, parce que c'est quand même un poème épique, et qui en même temps, alors ça arrive un petit peu juste avant justement la première croisade, et c'est un peu un chant de guerre. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que j'ai repris la chanson de Roland, enfin dans sa version française,
actuelle, parce que la version franque est difficile à lire. Et la préface, pudiquement, disait que fallait prendre ce chanson de Roland avec précaution, parce que ça se passait un siècle où les musulmans étaient pas du tout ce qu'ils sont devenus maintenant. À mon avis, c'est un jugement très particulier. Ça veut dire qu'en fait, il faut pas le voir comme un hymne anti-musulman. Voilà ce qu'il disait dans la préface du livre. Moi, je trouve, si vous voulez, que la chanson de Roland, enfin telle que j'ai appris, enfin j'ai pas appris, mais on m'a parlé quand j'étais enfant, c'est quand même, comme on dit une chanson de jazz, une chanson qui est une sorte d'épopée. Ce que Victor Hugo disait, l'épopée c'est l'histoire écoutée au bord à la porte de la légende. C'est-à-dire qu'en fait, on embellit les choses. Tout le monde sait que la bataille de Roncevaux, ça n'a pas été du tout ce qu'on raconte de la chanson de Roland. C'est, d'après ce qu'on croit savoir, c'est l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne qui a été prise au piège par des Basques, ce qu'on appelait les Vascons à l'époque, c'est-à-dire les Basques, et ça s'est terminé par effectivement une défaite, mais ça quoi, c'était pas du tout. On parle de milliers d'hommes, de 100 milliers d'hommes, c'est de l'invention. Mais c'est ça l'épopée, c'est ça la légende. En tout cas, vous me faites prendre part à cette légende parce que dès le début du roman, ce fameux personnage de Turol devient le biographe de Guillaume le Conquérant. Alors, ça, il est arrivé à ça, pourquoi ? Parce que, je raconte que, étant orphelin, il était recueilli dans un monastère, arrivé à un certain âge, il a un problème sentimental, qui n'est pas un problème sur lequel j'insiste beaucoup, et donc le Père Abbé décide, pour lui changer les idées, de lui faire connaître un peu autre chose que le monastère. Donc il l'envoie pour être secrétaire d'un de ses collègues, qui est comme lui un ecclésiastique, qui est conseiller, l'enfant, qui est conseiller de Guillaume. Et finalement, Turold, comme c'est un garçon intelligent et tout, arrive à dépasser ce stade et devenir le confident et le secrétaire particulier de Guillaume le Conquérant, et donc il participe de plus en plus à l'histoire de Guillaume. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est on s'aperçoit un petit peu de la personnalité de Guillaume le Conquérant, qui est un homme, je dis dans mon livre, d'ailleurs c'est la vérité, qui était devenu roi très jeune, duc très jeune. Oui, à 8 ans. Oui, même à 7 ans. Son père est parti en pèlerinage. Il n'est pas revenu. Voilà, il ne revient pas. Et il avait, avant de partir, désigné cet enfant qui est illégitime, parce qu'il n'a pas d'enfant légitime, de garçon illégitime. Qui lui causera des problèmes avec la papauté pour se marier. Absolument. En plus. Et avec surtout aussi la papauté et aussi la famille de la princesse Mathilde, qui, c'est le comte de Flandre, était quand même, à l'époque, était un des descendants de Charlemagne, donc avoir comme gendre quelqu'un qui est un bâtard, c'est pas, même s'il est duc de... Puis finalement, bon, l'affaire s'est arrangée, et donc on a un ménage très uni, qui est celui de Guillaume et de Mathilde. Et donc Turold arrive là-dedans, avec si je puis dire, avec cet épisode de la guerre de succession du trône d'Angleterre. C'est ça. Dans lequel Guillaume le Conquérant a des droits de revendiquer. Alors c'est ça l'histoire, il arrive un peu avant, mais quand à un moment donné, Guillaume se confie à lui et lui explique que il a droit au trône d'Angleterre parce que Édouard le Confesseur, qui est le dernier roi saxon, est mort sans postérité, ni légitime ni illégitime, il n'a pas d'enfant, et donc le trône est vacant. Donc il estime que ce trône lui revient parce que quelques années auparavant, il avait rendu service à Édouard le Confesseur et qu'il lui avait dit en échange qu'il le considérait comme son héritier. Alors ceci dit, ça se passe pas comme il veut parce qu'il y a un autre concurrent qui s'appelle Harold, bien sûr, qui lui est un saxon, qui vient en Normandie quelque temps avant. Voilà. On voit les manœuvres dans votre livre politicienne de Guillaume pour le faire prêter un serment qui le reniera plus tard, le fameux Harold. L'histoire est évidemment mouvementée, quoi. Alors, il a pris Harold dans un piège. C'est ça. Parce que il le reçoit très bien, mais il le nomme chevalier. C'est-à-dire qu'il en fait son vassal. Donc son homme lige. Et donc, étant son suzerain, il lui doit fidélité. Alors, non seulement ça, mais il fait engager d'abord secrètement, puis après publiquement, avec serment devant les reliques, qu'il acceptera la décision pour la cour d'Angleterre. Et il fait ça pourquoi ? Parce que
il se demande s'il va pas y laisser sa peau. Harold, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. Donc, il préfère finalement gagner du temps et faire ça. Seulement, quand le confesseur est mort, les Saxons décident que c'est Harold qui sera le roi. C'est un peu normal, puisque il est de chez eux, il est du pays. Bon, et Guillaume est absolument furieux, et donc il décide, puisque je peux pas avoir normalement mon héritage, je le conquérirai par la force. C'est ça. D'où l'expédition. Et donc vous nous racontez l'expédition, vous citez, on compte dans votre livre, 700 bateaux, 10 000 hommes. Vous avez fait des recherches pour le savoir, on le sait ça aujourd'hui? J'ai cru voir. Vous savez, ma documentation, je l'ai prise là où je l'ai trouvée. J'ai pris ça sans vérifier. Mais c'est quand même, je pense, c'est à peu près ça. D'après ce qu'on croit savoir, c'est à peu près ça. Les armées de l'époque ne sont pas très importantes. Mais là, il a fallu faire parce que vous savez, jamais l'Angleterre n'a été conquise après. Hein. Non, c'est la seule fois où l'Angleterre a été conquise. Oui, oui. Parce que c'est une expédition de traverser la Manche. Les Romains, avant. Les Romains avancent, vous avez raison. Les Romains avancent. Mais depuis Guillaume, plus personne. Parce qu'une expédition traversait la Manche avec les bateaux de l'époque qui étaient des sortes de dracars. Ça prend du temps. Et avant eux, les galères romaines telles que Uderzo dans Astérix nous donnent à le voir. Et il faut du vent. S'il n'y a pas de vent, on ne part pas. Donc on les voit attendre, nos pauvres Normands sur le rivage. Là. Et alors quand il arrive, Harold est surpris forcément. Il descend d'Écosse d'où il vient à peu près, ou du nord d'Angleterre. Parce qu'il avait combattu un vassal qui lui-même le respectait pas. Et en arrivant, il se retrouve à Hastings. Si vous connaissez l'Angleterre, Hastings, je suis allé avec mon beau-père et ma femme en voyage à un moment donné, sur de grandes une petite plaine, et c'est là que la bataille a eu lieu. Il a failli perdre la vie, Guillaume. Il a eu de la chance, tombé de cheval à un moment donné, mais sans être blessé, il est remonté, alors que Harold, lui, a reçu une flèche dans la tête, et il est non seulement tombé, mais après il a été massacré par les troupes de Guillaume. Vous nous donnez de voir un Guillaume assez tenace, hein? Oui. Il a été une jeunesse très, très difficile, puisque duc à 6 ans, le duché a commencé à se révolter un peu de partout, et sa vie a été en jeu plusieurs fois. Et il n'a pu s'en sauver qu'avec... il avait une famille utérine qui l'a beaucoup aidé, d'ailleurs à qui il a donné beaucoup de choses. Sa mère s'était remariée, la concubine de son père, de Robert, le magnifique, s'est remariée, donc il avait une belle famille, et qui l'a beaucoup aidé. Plus, et ça l'a endurci. Il est devenu un type très dur, un chef de guerre, un administrateur. Il a fait de la Normandie un duché très important. Parce qu'à 60 ans, il repasse dans l'abbaye revoir Turold, et Turold le reconnaît à peine parce qu'il a beaucoup changé physiquement, mais il reconnaît dans Guillaume le Conquérant qui revient dans cette abbaye, à l'âge de 60 ans, un cavalier, un combattant qui repart en combat contre un vassal. Là, il combat les Français, parce que il a comme ennemis, il a les Français, les Angevins et les Bretons. Enfin, voilà. Donc trois aux frontières de son domaine. Passons à ça. Logique. Y a-t-il des traits des caractéristiques, je pense par exemple aux querelles de pouvoir ici pour Guillaume le Conquérant, je pense aux querelles ecclésiastiques avec le schisme, je pense au phénomène de la première croisade, et je voulais vous demander si cela, par exemple, à un moment donné, vous écrivez « Il fallait temporiser en espérant que l'empereur ferait entendre raison au patriarche et que le pire pourrait être évité. Telle était la position que Lanfranc et moi demandions au cardinal de défendre en plaidant la thèse que, dans ce genre de négociation particulièrement délicate, la bonne volonté réciproque était le seul moyen d'en sortir. » Alors évidemment, on peut se dire que c'est le fruit de votre expérience d'administrateur. Je crois que la diplomatie, c'est l'art du compromis. Si vous partez avec l'idée que votre position n'est pas négociable, on n'y arrive pas. On raconte que c'est Kennedy qui disait avec les Russes, tout ce qui est à eux et tout ce qui reste, c'est négociable. Mais c'est une position qui est difficile à tenir, parce que si vous ne donnez rien, vous n'obtenez rien. Il y a quand même ça marché. Oui. Et dans cette affaire, qui d'ailleurs était une affaire politique. En réalité, le départ, soi-disant, c'est une affaire théologique, des discussions autour du rite, des deux rites grecs et latins, un peu de théologie, mais en réalité, l'idée est vraie, c'est que l'église de Constantinople veut devenir une église autonome et que le patriarche soit le patriarche de l'église d'Orient. Donc que son pouvoir soit reconnu.
Voilà, c'est ça. C'est une histoire de pouvoir. C'est surtout le patriarche, Michel Cérulaire, parce que l'empereur, au départ, n'est pas absolument favorable à la rupture. Alors, puisque nous progressons dans notre émission, Stéphane Scrive, je voulais parler d'un même passage. Vous écrivez « Tout disait ici que le Basileux, héritier de l'Imperium Romanum, chef d'un État puissant et représentant en quelque sorte de Dieu sur terre, aurait la décision définitive. N'y avait-il pas dans la grande salle du palais 2 trônes jumeaux, dont l'un était occupé par l'empereur et l'autre restait vide en attendant la parousie, le retour sur terre du Christ triomphant. » Donc il y a toujours des données très factuelles, très terre-à-terre dans votre ouvrage, et le lien avec une spiritualité vraiment divine, une transcendance, quoi. Alors ça voulait dire, en gros, que si le Christ revenait, son royaume serait partagé avec, c'est un royaume bicéphale entre l'empereur byzantin et le Christ. Et forcément, le trône restait vide. Mais c'était une image, un symbole de l'idée que la chrétienté, c'était à Constantinople. Le Christ reviendrait pas à Rome, il reviendrait à Constantinople. Alors, on va revenir sur la vie monastique, parce que Turold, au départ, s'enferme dans un monastère dont il est ressorti par le père abbé, pour y revenir plus tard. Et vous écrivez « La vie monastique l'avait mis à l'abri d'un monde qu'il jugeait à la fois futile et cruel. Le refuge dans la prière et la méditation n'était pas une fuite, mais un accomplissement indispensable à l'homme, à la recherche de la vérité et de l'absolu. Le cloître était le rempart de cette cité divine qu'avait décrite Augustin, saint Augustin, un père de l'Église pour lequel il avait une grande prédilection. » Alors je me suis demandé, qu'est-ce que représente pour vous, encore aujourd'hui en 2024, cette vie monastique ? Est-ce qu'elle peut représenter un idéal ? Je crois qu'elle n'a pas changé. J'ai un cousin du côté de ma femme qui est moine dans une abbaye dans les Pyrénées. On a fait, non pas une retraite, mais on a fait un petit séjour là. On voit bien comment ils vivent. Il y a quand même une permanence de ce qui malheureusement n'est plus tout à fait pour l'église non monastique. C'est-à-dire qu'on continue à vivre comme la règle l'impose de le faire. Oui. Bon, le travail, l'étude et la prière. Et ce qui est toujours vrai, parce que les moines du Moyen-Âge travaillaient, ils étaient en même temps, ils avaient des terres agricoles et ils les travaillaient. Il y avait au Moyen-Âge 3 ordres. Il y avait les chevaliers, c'est-à-dire les gens qui combattaient, les quipugnantes. Il y avait ceux qui travaillaient, les paysans, laborantes, et il y avait ceux qui priaient, orantes. Mais ceux qui priaient, eux faisaient des travaux, se livraient aussi aux travaux des champs. Tandis que les chevaliers, en principe, ne faisaient que la guerre. C'était leur métier. Enfin, chacun avait son métier. Alors, justement, il y a ce partage des différentes occupations, donc des métiers, donc des hommes. On va prendre un passage vers la fin du livre. Tel un fantôme, Turold suivait la progression des soldats francs, mais il ne pouvait retenir un sentiment d'horreur devant le carnage auquel se livraient les vainqueurs. Donc là, on est pendant la croisade. Oui. Dans l'ivresse de ce combat entre la croix et le croissant, les principes même de l'enseignement du Christ étaient totalement oubliés. Pour un homme de foi comme Turold, ce spectacle de sang et de fureur était insoutenable. Est-ce que c'est seulement la vision de Turold au XIe siècle, ou est-ce que c'est la vôtre aussi au cours de ce XXe et XXIe siècle, ne serait-ce que par vos différentes occupations, vos différents postes dans différents pays du monde? Alors d'abord, il a eu une première expérience avec la bataille d'Hastings, qui est très violente. La façon dont on se battait à l'époque, c'était épouvantable. Et les blessés qu'on abandonnait sur le terrain, et puis les armes qu'on utilisait, c'est épouvantable. Donc je pense que, si vous voulez, ce qu'il a vu au siège de la prise de Jérusalem, qui a été, ça c'est raconté dans l'histoire, ça s'est très très mal passé. On a massacré non seulement les militaires, mais aussi les civils, les juifs, tout ce qu'on trouvait sur place. Ça a été comme ça. Alors pour maintenant, moi, mon expérience, si vous voulez, j'ai pas vu vraiment la guerre. Si j'étais petit j'étais enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 40, j'avais 4 ans quand la guerre a commencé, 10 ans quand elle s'est finie. Bon, là où nous étions au Sable d'Olonne, la guerre, on n'a pas vraiment vu ce que c'était, parce que les troupes allemandes sont descendues, c'était une zone occupée. Ils étaient relativement, c'était pas violent. L'occupation n'était pas violente. J'ai vu la guerre d'Algérie. Alors là, je l'ai vu, mais de l'état-major, c'est-à-dire pas vraiment sur place. Ce que je sais simplement, c'est que
On a quand même compté, on a eu 30 000 morts pendant la guerre d'Algérie du côté français, dont 20 000 au combat et 10 000 dans des accidents. C'était, à l'époque, ça représentait 2 années d'accidents de voiture. Hein. 30 000, 2 années d'accidents de véhicules. Oui, alors donc j'ai vu ça. Et puis donc, en revanche, ce que j'ai vu en Afrique, alors ça c'était au moment de l'affaire togolaise. Donc on était en guerre civile, là, c'est pas une guerre nation contre nation, une guerre civile. Alors ça, on avait été très impressionnés, ma femme et moi, surtout elle, de voir d'abord, on était plutôt dans une résidence qui était pas très loin de la résidence du président. On a trouvé des cadavres qui étaient au bord des routes. Oui. Et deuxièmement, on avait vu aussi arriver des gens, mais à l'africaine, si vous voulez, peinturlurés avec des peintures de guerre, les scopettes, mais aussi les saguets. Donc c'était une forme de guerre qui n'a pas fait énormément de morts à l'époque. C'est pas une guerre comme celle qui s'est passée, par exemple, au Rwanda. Ça s'est passé du tout. C'était une guerre civile qui a finalement débouché sur quand même une solution de compromis qui n'était pas tout à fait un compromis tel que l'aurait voulu au départ. Mais enfin, ceci dit, on voit ce que c'est quand même la violence quand la violence existe. C'est-à-dire qu'il y a les participants et puis il y a ce qu'on appelle les gens qui sont comme ça par hasard, qui reçoivent, il y a eu un Français tué, un Français tué au Togo, par accident, parce que il y a une balle perdue qui est arrivée sur lui. Bon, c'est ça qu'on voit. Alors effectivement, pour les religieux, un religieux, c'est quelque chose d'absolument contraire à la religion chrétienne, que la bataille est justifiée par l'Église pour se défendre. C'est le droit de se défendre, c'est tout. Alors en Afrique, actuellement, je voyais une émission ce matin à la télévision sur les persécutions contre les chrétiens dans le monde entier, qui se multiplient actuellement, et en particulier en Afrique, dans certaines régions d'Afrique. Hein. C'est nouveau depuis quelques années, mais ça n'existait pas avant. Moi, quand j'étais au Niger, il y avait une cohabitation entre le Niger, qui est musulman à 100%, et l'église chrétienne, les chrétiens, qui étaient tout à fait corrects. Même le président Kounchi recevait l'évêque blanc, français, de Niamey une fois par mois. Et ça sonnait très bien. Et dès que les troubles ont commencé, on a commencé aussi à s'attaquer aux églises. Alors qu'il y avait jusque-là rien du tout. Rien du tout. Alors, dernière question, Stéphane Scrive, pour revenir à ce livre, donc La geste de Turold. Est-ce que Turold, c'est un peu vous, ou la question pourrait être, est-ce que vous auriez aimé pouvoir voir ce qu'il a vu de... La façon dont je le raconte, si vous voulez, l'homme que j'ai écrit, c'est un homme que j'aurais pu être si j'étais rentré dans les ordres. Hein. Franchement, je suis pas rentré dans les ordres. Et donc, mais si j'avais eu la vocation, je crois que je me voyais assez comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a des idées. Il est très strict sur certaines choses. Sur la théologie, bon, il est, pour lui, c'est le credo tel qu'on l'a eu au Concile de Nicée. Voilà. C'est ça. L'Église, elle est une. Vous en parlez du Concile de Nicée. Oui. Parce qu'il repasse à Nicée. C'est ça. Quand il revient en Terre Sainte, il passe par Nicée. Je ne sais pas s'il n'y a pas une bataille de ce côté. Donc, il est évident que je me suis fait un peu, je me serais vu assez dans sa peau. C'est quand même pas moi. Mais enfin, je l'ai imaginé comme un personnage que je pensais être le personnage du moine tel que je le voyais au XIe siècle, qui est dans la ligne, qui est bien dans la ligne, parce que on le dit aussi à un moment donné, au XIe siècle, il y avait quand même des dérives dans l'Église chrétienne, surtout dans les convertis récemment, les mariages, c'est pas le cas le plus fréquent, et en plus, il y avait ce qu'on appelle la simonie, c'est-à-dire que les prêtres vendaient les sacrements, enfin bon, il y avait des tas de choses qui se passaient, mais pas dans les monastères, dans les prêtres qui étaient dans le civil, je veux dire, ceux qui étaient au contact des paroissiens. Merci beaucoup, Stéphane Scrive. C'est moi qui vous remercie. Parce que vous donnez un peu une publicité à un livre qui n'en a pas eu du tout.